Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo un petit peu spéciale, à commencer par cette magnifique casquette. Alors il y a une raison, je vous expliquerai pourquoi celle-ci tout à l'heure. Oui, j'avais parlé dans le dernier journal de vlog, mais même en fait par le passé, quoi, de mon premier séjour aux États-Unis quand j'étais adolescent en 89, qui est vraiment collé en fait à mon deuxième séjour en 90. 91 je crois, début 90 peut-être quand même. Et voilà, et j'avais dit éventuellement un jour je ferai une petite vidéo pour parler de mes souvenirs. Et là, sur le dernier journal de vlog, j'ai reçu pas mal de PM et même quelques commentaires en vidéo, enfin sur la vidéo, de gens me disant oui, vas-y fais-le. Donc, je m'exécute. Et alors, ça va être très peut-être un peu décousu, c'est vraiment je peux pas dire que j'ai préparé énormément de choses. Je fais confiance à ma mémoire et nous verrons bien ce qu'il en revient. 89, je vis chez mon père et ma... Ah ouais, alors forcément c'est 36-15 ma vie, hein. C'est impossible de faire autrement. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, je suis né de parents divorcés et j'ai vécu seul avec ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, mon père a été plus ou moins contraint de me récupérer. Et donc j'ai commencé à vivre chez lui, enfin avec lui et sa femme, qui est donc devenue, enfin qui était donc ma belle-mère. Elle était déjà avant, mais enfin là tout d'un coup on vivait tous les trois ensemble, quoi. Et donc en 89, peu avant l'été, mon père vient me voir et me dit: tiens, toi qui fantasmes sans arrêt sur les États-Unis, enfin toutes tes idoles, etc., je t'ai fait un cadeau. Tu pars tout seul aux États-Unis pour je sais plus combien de semaines, enfin c'était assez long, hein, peut-être tout l'été ou pas loin. Voilà. Ah oui, alors la raison, c'était pas pour me faire plaisir, évidemment, enfin c'était pas pour me punir non plus, mais c'était pas le but, c'était pas de me faire plaisir. Le but c'était que je sois pas là, donc déjà ça c'est sûr. Après il aurait pu m'envoyer ailleurs, hein. Mais c'était aussi que voilà, j'avais un niveau d'anglais catastrophique au bahut, mais vraiment catastrophique. J'avais, je crois, 3 de moyenne sur 20, enfin c'est dans le niveau. Et j'avais fait, déjà, il m'avait envoyé quelques années plus tôt faire des séjours linguistiques en Angleterre, voilà, dans des lieux en fait pour des étrangers. On se retrouvait dans des châteaux immenses, que des étrangers, et mais de plein de nationalités différentes. Et donc on avait des cours d'anglais en permanence. Enfin, c'était spécial. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait, notamment, que j'ai raté le bas de Tours, puisque je voulais y aller et mon père m'a dit non, tu seras pas là, tu seras pas en France. Et je fais ah bon. Voilà. Je ne risquais pas de décider évidemment ce que je faisais de mes étés à l'époque. Donc bref. J'apprends ça, et sachant que bon, j'étais assez débrouillard, hein, je prenais le métro, le RER, enfin tout seul depuis bien longtemps d'ailleurs, mais enfin aller à l'étranger seul, vraiment parlant très mal la langue et tout, et aussi loin surtout, c'était vraiment une première. D'ailleurs, je me souviens que quand elle a appris la nouvelle, ma mère était franchement franchement pas confiante. Et elle était un peu effarée en fait, que mon père m'envoie comme ça là-bas, hop, allez, salut. Mais lui, il était sûr de lui, en fait, et il était sûr que ça me ferait du bien, etc. Et surtout, pourquoi il faisait ça aussi, c'est parce que mon père a toujours énormément séjourné aux États-Unis. Mon père était publicitaire, je crois que j'ai déjà raconté dans diverses vidéos. Et voilà, il avait tourné des pubs aux États-Unis. Il a toujours été, il a toujours eu des amis, mais des amis très très proches aux États-Unis. Il connaissait extrêmement bien le pays. Il a fait tous les endroits de mille façons imaginables. Et donc, en fait, ce qu'il avait fait, c'était une sorte de, comment dire, de planning où j'allais d'abord me rendre à San Francisco chez une copine à lui, qui était, je vais en parler après en fait. Ensuite, j'allais aller à Los Angeles chez un de ses meilleurs amis, Doc Taube, et qui en réalité habitait à Malibu,
mais travaillait à Los Angeles et même travaillait en fait à Hollywood, en plein cœur d'Hollywood. Et ensuite, j'allais aller passer la fin du séjour seul dans un hôtel à New York. Et ensuite, je rentrerai. Donc voilà. Et il m'annonce ça et il me dit je vais te faire une liste avec les numéros, les noms, tout le monde est au courant, tout le monde va t'accueillir très bien et tout. Par contre, ils ont consigne de faire aucun effort de langage, donc tu vas vraiment apprendre à parler anglais, là tu n'auras pas le choix. De toute façon, ils ne comprennent pratiquement rien de français, donc t'as pas le choix. Et aussi alors il m'a pas dit de pas se laisser faire, mais en gros, il m'a dit ça va être une super expérience pour toi, mais tu vas devoir aussi bien te comporter et éventuellement accepter s'ils te demandent des trucs, tout ça. Ce qui me semble évident, mais bon, il précise quand même. Et comme à cette époque-là, je l'ai déjà dit, mon père était très aisé, c'est un publicitaire qui avait réussi, clairement. Il n'y avait aucun souci d'argent, contrairement à ma mère. Donc moi, d'ailleurs, quand j'ai cessé de vivre avec ma mère, elle n'a jamais manqué, c'est compliqué, mais bref, en tout cas, je suis passé de normal avec quand même, on compte les sous, à open bar financier, parce que par contre, la vie n'a pas été pour autant facile, très loin de là, et c'est d'ailleurs une leçon qui m'a marqué à vie, qui est que sans l'aisance en fait matérielle et financière, la vie est terrible, mais que parfois, même avec cette aisance financière et matérielle, la vie trouve le moyen d'être terrible quand même. Alors, par contre, ça touche pas ces deux sujets-là qui sont vitaux, quoi. Donc et ça je l'ai vraiment assez vite compris que c'était pas parce que mon père était riche que j'allais avoir une super vie chez lui. Donc il me donne des traveler's checks à l'époque, c'était je sais même pas si ça existe encore. Donc de l'argent en fait, mais que je pouvais aller retirer en échangeant comme ça des banques en prouvant mon identité, etc., etc. Alors je me souviens plus de combien il m'avait donné, mais c'était beaucoup, c'était beaucoup plus. C'était très très confortable, quoi. Sachant que moi j'allais pas, c'était un long séjour, mais il m'avait dit c'est pour que tu participes aussi quand vous sortez, que tu puisses parfois inviter, tout ça machin et tout, et, évidemment. Donc je prends l'avion, mais alors là je vais quand même commencer à parler un peu de mon ressenti, mais terrifié. Je me souviens de la veille du départ, je me suis dit je vais mourir aux États-Unis, c'est évident, il va m'arriver une tuile, c'est obligé, quoi. Il va y avoir des catastrophes. Si je reviens en France, quoi, en vie, c'est génial, c'est miraculeux et tout. Et un autre truc, c'est que je disais, et de toute façon, ça va être un cauchemar en réalité. C'était comme s'il me disait, t'aimes ça, tiens, je vais t'en tartiner la gueule, mais tu vas rien pouvoir savourer. Parce que je me disais, mais quel plaisir je vais pouvoir éprouver dans un pays étranger. Alors certes que j'adore, que j'admire, mais dont je parle pas la langue du tout, avec des gens dont je vais rien comprendre quand ils vont me parler, quoi. Et où en plus j'ai 17 ans, qu'est-ce que je vais décider de faire quoi de mes journées, c'était atroce. Parce qu'évidemment, donc à l'époque, qu'est-ce qui me fascinait aux États-Unis, c'était, et là j'en ai parlé avant pas longtemps, le raz-de-marée heavy metal qui était encore existant en 89, je crois même que c'est la dernière année vraiment où c'était encore extrêmement puissant et dominant, mais voilà, sorti de là, bon, et en plus je ne connaissais pas les personnes du tout, d'Octobre je le connaissais un tout petit peu parce qu'il était venu en France plusieurs fois et je l'avais vu à des dîners et tout. C'était un mec que j'aimais beaucoup, qui était très sympa, mais qui parlait vraiment pas un mot de français effectivement, et donc c'était il a l'air sympa, mais bon, on peut pas dire qu'on avait des grandes conversations, et mais les autres je les connaissais pas du tout. Donc bref, je pars. Il m'explique que je sais pas à quelle heure je suis parti, mais en tout cas j'arrive en milieu de soirée à San Francisco, et je devrais appeler en fait la nana, j'ai oublié son nom, chez qui j'allais séjourner, pour qu'elle vienne me récupérer à l'aéroport, car elle avait une soirée de bowling ou je sais plus quoi, je me souviens plus, elle avait une grosse soirée avec plein d'amis et tout, et elle ne voulait pas, je sais pas, avec le recul maintenant ça me choque un peu, mais en gros elle avait dit je veux pas annuler machin, donc en fait le plus simple c'est que ton fils il m'appelle
Il m'appelle quand il est à l'aéroport, quoi. Un peu comme on pourrait dire à un pote, non mais appelle-moi quand t'es sorti du métro, quoi, que je viendrai te chercher, quoi. Et sauf que là, c'était quand même un aéroport. Bref, j'arrive à l'aéroport, donc l'aéroport de San Francisco, et je me perds, évidemment. Immédiatement, je me perds. C'est-à-dire, je cherche où aller récupérer ma valise, et je comprends rien sur ce qui est écrit, enfin, c'est horrible, et je finis par... donc je déambule comme... Je veux juste que ce cauchemar s'arrête alors que ça n'a même pas commencé. Et j'erre comme ça au milieu des 10 000 tapis roulants, etc. Et à un moment, je vois au loin un tapis qui tourne vide avec ma valise, mais avec la mienne, quoi. Donc je pense que ça fait 2 heures que tout le monde est parti avec. Et la mienne, elle continue de tourner, quoi. Ça m'a fait rire. Et donc j'ai fait, oh ma valise. Couru. J'ai récupéré ma valise. Et je vais à une cabine téléphonique. Donc 89 de l'aéroport. J'appelle la nana et j'avais griffonné sur un bout de papier. Évidemment, donc j'avais quelques jours avant mon départ une espèce de un sursaut de panique, quoi. Et j'avais un petit dictionnaire arabe et j'avais commencé à griffonner en anglais Tarzan presque. Hein, j'exagère un peu, mais c'était vraiment pas brillant. Des phrases au cas où, bon voilà. Et donc j'appelle et je me prépare, je me dis voilà, je vais lui dire je suis arrivé, enfin ça, et ça sonne et, et en fait personne décroche. Je précise que donc elle avait en fait donné le numéro du bowling où je devais appeler, enfin du lieu, je suis plus sûr que c'était un bowling, c'était une partie, enfin c'était une fête, un truc. Bon. Elle était pas chez elle en tout cas. Rien ne se passe, donc j'attends et j'arrive pas à joindre qui que ce soit. Et ça commence très bien parce que donc la nuit arrive, il est genre minuit, c'est génial. Et je me rappelle même que comme j'avais un peu de sous, quoi, je suis allé me prendre un peu de truc à bouffer parce que du coup j'étais censé arriver. En fait normalement on devait dîner ensemble, mais genre un peu tard, tu vois. Mais et non en fait là du coup c'est le dîner, c'est foutu, quoi. Donc et bref. Et au bout d'un moment je réessaye d'appeler et là ce coup-ci on me la passe. Donc j'ai cette femme au téléphone qui parle hyper vite, cavale 3 mots sur 5. Je comprends rien à ce qu'il me dit. mais rien de rien. Je me souviens, même on peut parler japonais. Ça a été exactement la même chose. Et donc, en fait, je la laisse faire des phrases. Donc, elle me dit des trucs. Et en fait, je me dis, et quand tu sens qu'il y a un temps mort, ouais, qu'elle attend une réponse et tout, tu lis ce que tu veux dire, en fait. Donc, moi, je dis, et donc je réponds, je fais genre, en tout cas, moi, je suis là et j'attends et tout. Oh putain, quand j'y repense, c'est tellement drôle. Au final, elle vient me récupérer, on va quand même un peu abréger. Et là, j'ai un premier choc parce que donc j'ai 17 ans et je vois arriver une rousse, mais sublime. Alors en fait, elle était modèle, donc j'avais compris puisque mon père me l'avait dit. Et il m'avait dit 2 choses. Il m'avait dit, elle est modèle, voilà son métier, et elle était pas végane mais végétarienne et très stricte sur, parce que quelqu'un de strict en fait. Donc je me suis dit ok, ça commence bien, enfin quelqu'un de genre un peu austère, je m'étais imaginé et tout. Et elle arrive et tout, et je suis vraiment très impressionné par sa beauté, enfin la plastique, quoi. Enfin je suis pas le seul, ceci dit, parce qu'elle arrive et genre tout le monde la regarde. Donc je me dis waouh. Et donc elle vient me chercher, elle s'excuse, etc. Je lui dis, je vais comprendre quand même qu'elle parle un peu vite parce que réellement je comprends pas grand chose. On va dans sa voiture, on va chez elle. Elle me dit, elle est assez gentille, mais assez, enfin comme un peu sèche, quoi. Et je suis un peu étonné. Je me dis, ouais, en fait, je comprends très vite, mais dès le premier soir, quoi, que là, c'est vraiment, elle a rendu service à mon père. Mais voilà, elle est pas folle de joie d'accueillir un ado qui parle pas un mot d'anglais, enfin ou à peine, enfin. Voilà, je devais rester une semaine, je crois, une bonne semaine, peut-être même un peu plus. Elle me montre une chambre d'amis, machin. Elle vit seule, je précise, avec 2 chats, je me souviens, roux comme elle. Et donc elle me dit voilà, genre demain on verra. Enfin non, d'ailleurs elle me dit pas on verra, elle me dit demain je te dirai ce qu'on fait. Et ok, sorry yes sir. Et je vais me coucher et je suis défoncé de fatigue et je me souviens très bien que je regarde, en fait, avant de m'endormir, je me fais des phrases dans ma tête. Imaginons que j'ai besoin de dire ça. Et donc, je regarde dans le dico. Je suis presque attendri quand j'y repense. Et le premier matin, là, j'ai compris que ça allait pas être la fête. Donc, on se lève et tout. Enfin, elle me réveille, pardon, assez tôt. Donc, j'étais moyennement frais.
Et je lui dis est-ce que tu as MTV parce que donc moi évidemment obsédé par le heavy metal, le rêve américain machin, à l'époque pour moi c'est genre MTV avec les clips de heavy metal qui passent H24 et que en France t'as aucune chance de voir, donc on entendait parler mais des fois ça passait donc je sais plus quelle émission là sur la sisme, enfin c'était très rare et en plus ils avaient pas tous les clips, enfin bon bref peu importe. Donc c'était une obsession assez forte, ça et la presse aussi, enfin bref tout ça. Elle me dit ouais j'ai MTV évidemment comme tout le monde mais va y avoir que du hard rock quoi. Et là j'ai dit ouais bah non, ah bah alors non alors ah bah non surtout pas, ah bah alors putain quelle horreur. Et là je comprends qu'elle déteste ce genre musical. Donc voilà. Et bon j'insiste un peu, je dis mais genre juste un peu machin et elle me dit ok mais alors vraiment pas trop fort et tout donc déjà voilà. Et elle me dit elle est pas hyper cool quoi. Et elle me demande qu'est-ce que je prends pour le petit déj. Et 17 ans, je crois que c'est les premières années où j'ai est-ce que ouais je prenais du café mais c'était pas ça faisait pas longtemps quoi. Et donc je lui demande un café et elle me sert un café et je lui dis est-ce que je pourrais avoir du sucre et là elle me regarde comme si je lui avais demandé un rail de coke. Mais vraiment ça c'est genre le truc qui est déjà c'était pas non plus la fiesta mais là vraiment je sens que la mâchoire qui se serre et tout genre tu consommes du sucre et elle me dit y a pas de sucre ici. Donc mais elle me dit pas désolé enfin moi je sais pas je recevrais quelqu'un je dirais bah j'en ai pas mais on va t'en prendre en chemin enfin tu vois je sais pas putain tu reçois quelqu'un quoi. Et elle me fait comprendre que chez elle il y aura pas de sucre en fait c'est niette. Donc bon donc je bois le café que je trouve mais dégueulasse parce que voilà les premières années le café c'est vrai que ça passe qu'avec du sucre enfin en tout cas pour moi c'était vraiment le cas et avec sucre j'adorais et sans sucre c'était une douleur quoi. Donc je bois le café et on commence à se barrer pour elle veut me faire visiter. Elle me dit j'ai dit à ton père que je te ferais visiter tel endroit. Je découvre San Francisco qui est enfin ce que j'en vois est vraiment très beau, notamment les rues en pente, c'est des trucs de dingue. Enfin, je suis super impressionné. Et même je me souviens d'un immense parc où on est allé, qui était sublime. Mais moi, je m'en fichais en fait un peu. Moi, ce que je voulais faire, c'était les boutiques. Enfin voilà, t'as 17 piges quoi. Et aller au Cinoche, des trucs comme ça, etc. Et puis moi, étrangement en fait, c'est l'oreille. Ça me fait aussi quand t'es jeune, je pense. Mais étrangement, je commence à comprendre des bribes de phrases assez rapidement. Je commence à me détendre parce que en fait finalement je réalise que j'ai quand même pas mal de vocabulaire, c'est juste que j'ai du mal à faire des phrases et puis aussi que à l'école je faisais aucun effort. Voilà, il n'y a pas de motivation devant un prof quoi. Alors que là t'as vraiment la motivation de te faire comprendre quoi. Et puis un peu la honte de pas comprendre aussi quand la personne te parle. Donc voilà et en plus je vois qu'elle est assez vite elle est pas très patiente. Elle est assez vite, pas exaspérée, mais genre, tu vois, elle souffle et tout. Enfin, elle est vraiment moyennement sympa. Enfin, franchement, autant elle est vraiment sublime, hein, c'est certain. Mais bon, bof quoi. Alors par contre, je dois quand même dire un truc parce que depuis dans ma vie, quoi, j'ai bien constaté, mais comme tout le monde, hein, que souvent les gens quand ils ont conscience de leur beauté, mais je parle d'une beauté relativement unanime, objective. Je parle pas de moi il y a des gens que je trouve très beaux et je sais très bien que dans la société ils passent pas pour des gens très beaux, mais moi je les trouve très beaux quand même. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui me touchent pas du tout physiquement, mais unanimement, enfin c'est objectif en fait selon les critères, voilà, ils sont beaux. Elle était belle en fait, tout simplement. Mais franchement elle se la pétait pas. C'est aussi peut-être aussi lié à son métier. Vu que c'était son métier, je pense que il y a un moment en fait tu cesses d'en être fier ou prétentieux parce que fier c'est je sais pas mais ça enclenche souvent une prétention chez les gens, une sorte de condescendance et tout, une suffisance et elle j'avoue qu'elle avait pas ça, elle était pas sympa. Je pense qu'elle aurait été moche, elle aurait pas été plus sympa non plus. En tout cas le séjour se déroule et à chaque fois que je demande un peu des trucs genre est-ce que je suggère des trucs, elle hésite pas du tout à me dire non. Genre ah non ça non oula pouf, ça va me faire chier et tout. Et je réalise au bout du 2e ou 3e jour qu'elle a vraiment hâte que je me barre en fait. Déjà, enfin j'ai rien fait, hein, j'ai rien fait de mal, mais que ma présence, en fait elle regrette d'avoir dit oui quoi à mon père. Mais bon bah voilà c'est comme ça. Et un petit miracle se produit.
il y a un dîner qui est organisé avec des potes à elle, des copines et tout. Et elle me propose de venir, sachant qu'elle était pas trop zen avec le fait que je me barre tout seul dans les rues, flâner, tout ça. J'avais demandé 1 ou 2 fois, mais elle me disait non, mais où tu veux aller, on va se promener, et ça la saoulait. Donc en fait après t'arrêtes de demander quoi. Donc à ce repas là, donc il y a des mecs et des meufs et tout, ça rigole, etc. J'essaye il y en a qui me parlent un peu poliment, etc. Et tout d'un coup arrive une grande brune, très belle aussi, je crois qu'elle était mannequin aussi, qui parle français direct. C'est-à-dire qu'elle vient me voir, elle me fait salut, alors t'es français et tout, mais genre limite sans accent quoi. Et je suis oh, je suis vraiment fou de joie. Et du coup, la rousse lui dit bah tiens, tu vas pouvoir lui parler un petit peu parce que pauvre, il en chie quoi, et etc. Et donc elle me parle et on discute de plein de trucs. Et elle me demande ce que j'ai fait. Elle me dit bah t'as depuis combien de temps? Alors je lui dis genre 3 jours. Et je lui dis bah elle m'a fait visiter ça, on a fait ci, on a fait ça, etc. Et au ton où je lui raconte, pourtant je suis poli quoi, mais elle comprend que je suis pas à la fête quoi. C'était pas à ma demande. Enfin, et elle me dit ouais mais du coup toi tu te fais un peu chier et tout. Et je dis bah non mais c'est le nom qui veut dire oui. Et à ce moment-là, elle fait un truc complètement dingue. Et c'est là où en fait, ça c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé plein de fois chez les Américains. Et moi j'adore les Américains. Et ils ont plein de défauts, mais ils ont des qualités inouïes que j'ai retrouvé nulle part ailleurs, ni chez les Français certainement pas, mais et encore moins chez les Anglais d'ailleurs, parce que l'Angleterre c'est l'autre pays où je suis vraiment énormément allé dans ma vie, où j'ai même vécu plus d'1 an, et que il y a plein de trucs que j'adore de l'Angleterre, mais les Anglais par eux-mêmes c'est compliqué quand même. Niveau convivialité, etc. Et là elle me dit ok tu sais quoi, attends, je reviens. Elle se lève, elle va discuter avec sa copine donc. Elle revient et elle dit après le dîner tu fais tes affaires, en fait tu vas rester avec moi le reste du séjour. Et ah putain, j'ai oublié son nom, mais franchement c'était tellement cool de sa part. Donc moi je suis fou de joie parce que elle me dit des trucs que t'aimerais faire, elle me dit des trucs que t'aimerais faire par exemple et que t'as pas encore fait. Et moi je lui dis bah là moi je viens d'arriver, il y a Batman qui est sorti, donc on est en 89 et c'est la Batmania, mais c'est le pic de la Batmania quoi aux États-Unis. Donc c'est la folie, il y a partout dans les magasins, c'est l'hystérie totale. Le film venait tout juste de sortir et j'avais émis le désir d'aller le voir, mais l'autre ça la gonflait parce que non, donc non. Et donc je lui dis ça et puis faire quelques magasins de musique ou trucs comme ça et tout. Et elle me dit ok cool, bah demain elle me dit bah demain on se fait pizza magasin et puis demain soir on va voir Batman. Putain, voilà. Donc c'était génial. On s'est baladé, on a fait des magasins, j'étais hyper impressionné. Elle m'emmène dans les quartiers un peu branchés, voilà, un peu vivants, etc. de San Francisco, et donc et je vois que tout est Batman, mais tout, genre les t-shirts, les jouets, mais c'est incroyable en fait, incroyable. J'avais commencé à participer aux achats de certains trucs, mais j'avais pas bien compris combien j'avais en réalité, parce que je ne savais pas du tout si j'avais vraiment suffisamment d'argent pour pouvoir m'offrir des choses sans que je sois à sec, mettons à New York tout d'un coup quoi, sans plus pouvoir payer le taxi pour retourner à l'aéroport, ça aurait été un peu ballot. Je lui en parle et du coup elle me dit montre-moi tes traveler checks, tes machins et tout. Et alors j'ai complètement oublié combien j'avais, mais elle m'explique, elle me dit non mais là il t'a vraiment donné beaucoup, donc t'es vraiment tranquille, fais-toi plaisir, enfin, tu peux t'acheter un t-shirt quoi, enfin lol. Et donc je me suis acheté des t-shirts, c'était super cool, et je me souviens que je l'ai invité au restaurant, c'était sympa. Elle était bilingue, mais alors bilingue, fallait voir donc elle était américaine en fait, hein, mais elle avait vraiment un français impressionnant parce qu'il y avait très peu d'accent, enfin moi j'en décelais aucun en fait. Et c'était parce qu'elle avait été avec un français et que quand elle avait été au lycée français de New York ou je sais plus quoi, c'était pas à San Francisco en tout cas. Enfin bref, donc et puis elle était clairement hyper intelligente. Je me souviens plus ce qu'elle voulait faire, mais elle voulait pas être modèle. Enfin, elle était modèle actuellement. Les deux, elles étaient très jeunes. Hein, quand j'y repense, moi j'avais 17 ans, mais elles avaient 10 ans de plus, quoi. Elles avaient 27 ans, quoi.
Enfin, en tout cas super cool. Elle me demande qu'est-ce qui est prévu après, donc je lui dis bah normalement après je vais à Los Angeles chez un ami de mon père que je connais un tout petit peu parce que lui je l'ai déjà vu en France. Donc lui je devais rester je crois je sais plus une dizaine de jours, un peu plus. Et après à nouveau une semaine, 10 jours tout seul par contre dans un hôtel à New York. Elle était un petit peu étonnée de l'histoire à New York. Parce qu'elle me dit, mais dans quel quartier est ton hôtel et tout, parce qu'elle connaissait donc bien New York. Elle m'a dit, il y a des endroits où il faudra pas que t'ailles et tout, ce que mon père m'avait pas du tout dit. Et voilà, elle me dit, ouais, enfin, si t'es vraiment tout seul à New York, sans un carnet d'adresse avec des gens chez qui aller, et je lui dis, ah non, j'ai rien du tout. Elle me dit, ouais, c'est un peu chaud quand même, il est très confiant, ton père. donc elle me voit un peu les boules, quoi. Mais bon. Et bref, en tout cas, ça se termine super bien. Je revois pas la rousse, du coup, hein, même avant avant de quitter San Francisco, en fait, on se revoit pas parce que clairement, il y a aucun atome crochu. Enfin, voilà, quoi, on n'avait rien en commun du tout, quoi. Alors que sa copine a été super sympa. J'ai des super souvenirs de conversation. C'était super drôle. Je lui avais raconté l'anecdote du sucre. Et on pouvait plus de rire mais ça, elle était pas étonnée par contre. Elle m'a dit ah bah elle est comme ça. Elle m'a dit ah ouais non mais ça c'est voilà elle est comme ça quoi. Mais c'était vraiment sympa. Je précise aussi quand même que donc il y a aussi l'émerveillement de toute la junk food. Là je m'en souviens, hein, je peux dire que les gâteaux, les machins. Parce que moi j'ai toujours été très curieux et du coup c'est vrai que je rentrais dans les magasins, je voyais des rangées de biscuits, de machins, au chocolat et des trucs comme ça, qu'on n'avait pas du tout en France, évidemment, donc je ne sais pas, je découvre quoi. Et je veux tout goûter. Donc je prenais des paquets de tout, enfin etc. C'était génial. Et donc je prends l'avion, j'arrive à Los Angeles, et là donc là c'est le début de mes plus beaux souvenirs en fait. Donc d'octobre, cet ami de mon père qui était photographe, je vous en ai parlé, je sais plus pourquoi j'en ai parlé, mais je sais que je vous en ai parlé, qui était photographe, qui était aussi un peu réal de pub, et qui faisait, en tout cas cet été-là, mais enfin je sais qu'il faisait ça régulièrement pour l'argent, hein, clairement. Il faisait des photos de Ferrari et de Lamborghini et de Porsche et de machin et tout. Enfin, lui, c'est surtout les Ferrari. Pour les calendriers ou les posters, surtout les posters qu'ont les ados dans leur chambre, enfin qu'avaient à l'époque les ados dans leur chambre. Donc t'avais, ça se fait plus du tout, mais c'était des photos de bagnoles, voilà, sur fond noir, avec vraiment un travail d'éclairage et de lumière complètement ouf. Donc voilà, pour faire rêver. À l'époque, et là, en tout cas cet été-là, il était en plein là-dedans. Il vient me chercher, on discute et tout. Moi, je suis devenu, avec le recul, je trouve ça complètement fou, quoi. Mais je commence à pouvoir échanger sur le langage de base, quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas de. Des fois, il se marre parce que je trouve pas mes mots, ou que c'est pas comme ça qu'on dit, etc. Ou que je l'articule mal. J'ai pas l'accent, etc. Mais c'est pas catastrophique comme. Enfin, ça nous empêche pas de communiquer. Et surtout, comme je le connais un peu, je suis super détendu. Je suis beaucoup plus détendu. Donc, à la limite, je m'en fiche. Et ça, c'est super intéressant aussi. C'est le cerveau, quoi. C'est que comme tu t'en fiches éventuellement de pas trouver tes mots, de dire de la merde et tout, et ben en fait, bizarrement. Tu te détends et du coup tu trouves tes mots en fait et en fait t'es compris et voilà. Donc c'est vachement sympa. Il m'explique que lui il est donc actuellement en plein shooting de bagnole dans les hangars de Hollywood, donc vraiment c'est au centre de Hollywood, et que lui il y va voilà donc du matin au soir pendant je sais plus combien 4-5 jours, un truc comme ça. Et que ce que lui me propose, c'est de m'emmener et que j'aille me balader dans Hollywood, voilà, parce que ça va vite me faire chier de le regarder bosser, quoi. Et que je le rejoins en milieu fin d'après-midi, et qu'après, le soir, on peut faire des trucs de temps en temps, etc. Mais lui, il a quand même sa vie de famille. Il était marié avec 2 filles, et donc ils habitaient à Malibu. Et donc sur les hauteurs, ah oui, alors, mais je crois que j'en ai parlé une fois. Il y a cette anecdote assez tragicomique pour moi.
qui est que le premier soir, donc il vient me chercher, je sais plus, on va bouffer, on roule un peu dans Los Angeles, il me montre 2-3 trucs. Je suis très impressionné par l'immensité de la ville, les quartiers, enfin je suis super impressionné et je réalise que mais je savais, on me l'avait dit, mais je réalise que ouais, Los Angeles sans bagnole c'est pas possible. C'est à New York, c'est comme à Paris quoi, tu peux aller où tu veux à New York, suffit que t'aies pas peur de marcher quoi. Mais Los Angeles c'est inhumain. Enfin, et donc voilà, et puis on rentre chez lui et là je découvre en fait les collines de Malibu avec la mer, enfin c'est extraordinaire. Et toutes ces villas de tarés avec piscine, enfin parce que bon, moi je me disais mon père il était aisé, mais là je découvre des gens qui sont beaucoup plus aisés que mon père. Enfin là je me souviens sa maison, la maison d'Octobre, c'était enfin, pour moi c'était une maison comme dans les films quoi. Enfin on aurait dit un film de Brian De Palma quoi, c'était des trucs avec des baies vitrées monumentales. T'avais donc une piscine qu'il était en train de faire agrandir, je me souviens. C'est incroyable quoi. Et puis la vue de taré. Et donc le premier soir, je rencontre sa femme et ses 2 filles, mais ces 2 filles elles étaient ados, elles avaient quasiment mon âge, peut-être un peu plus jeunes. Et donc en fait du coup j'allais dire comme si c'était évident, le courant passe pas. Mais en fait elle me voit, elle me snob en fait direct, genre ah ouais non, donc elles disparaissent. Donc en fait j'ai discuté avec Doctobe et sa femme, on parle et tout, et il me dit alors c'est quoi tes idoles, tes centres d'intérêt, etc. Et je sais plus pourquoi à un moment je parle de mon adoration de Stallone, et je vois sa femme qui le regarde genre en fait elle le regarde et elle avec un regard interrogateur, genre est-ce qu'on lui dit ou pas, et je vois Doc qui sourit, et puis il dit bah ouais on va lui dire, mais il va être dégoûté, etc. Elle me dit on va te montrer tout à l'heure en fait quand on va sortir sur la terrasse et tout, mais en fait Stallone il habite en dessous de chez nous, il habite voilà, juste en bas quoi, et il me dit c'est un pote du coup, parce qu'en fait il me dit il avait 2 grands chiens, et il dit moi il y a des matins surtout le week-end où je vais faire courir les chiens, et je cours sur la plage en bas, et je passe devant chez lui en fait. Et donc il me dit voilà, donc on se connaît, il est super sympa. Et il me dit c'est dommage parce que là par contre il est pas là du tout, il est en Europe ou je sais pas quoi, et enfin il sera pas là du tout de ton séjour, ça c'est sûr. Et il me sous-entend que s'il avait été là, bon on serait allé, voilà on serait passé lui faire coucou juste pour que au moins voilà j'ai une photo, j'en sais rien. Et waouh, enfin ceux qui me connaissent, ils savent mon adoration de Stallone, et alors faut imaginer cette adoration-là à 17 ans. Donc moi je suis juste en syncope, et je vais avoir une autre anecdote du même genre un peu plus tard. C'était chaud. Et donc je fais semblant, mais pas trop en fait. Mais j'essaie de faire semblant que c'est pas grave, tant pis. Alors je lui demande quand même de me montrer, et effectivement il me montre, et ouais, enfin clairement c'est pas loin. Et en même temps on part à Hollywood. Et je reste quand même 2-3 heures à les regarder. Ils sont toute une équipe, hein, donc à maquiller les bagnoles. Enfin, moi, j'en avais déjà parlé, il me semble. Je trouve ça complètement fascinant au début, parce que donc voilà, ils ont des chiffons, des produits spéciaux pour faire briller la carrosserie, les trucs comme ça, ou pour rendre opaque, mat des zones de. Enfin, c'est complètement dingue. C'est maquillage, quoi. Et puis les bagnoles quoi, moi j'avais jamais vu, enfin je vois des bagnoles que j'ai jamais vu quoi, des trucs de ouf quoi. Et puis c'est drôle de voir ce contraste d'obscurité et de lumière ultra crue sur la bagnole, pour qu'effectivement une fois que la photo est prise en fait derrière c'est juste noir. Donc voilà, mais au bout d'un moment c'est chiant. Et en plus Doctobe m'avait dit bah toi qui aimes le hard rock et les machins et tout, tu vas te régaler, tu vas sur Hollywood Boulevard, qui était réellement à 200 mètres, enfin vraiment, je me souviens, je remontais en fait 2 rues quoi, et c'était, là je tombais sur le boulevard en fait. Alors par contre il m'avait prévenu, le boulevard c'est immense, donc fais gaffe, si tu pars à gauche à droite, oublie pas, enfin repère-toi bien quoi. Donc voilà, et oui à l'époque pas de smartphone, ni de GPS, ni rien du tout.
Alors j'avais un peu griffonné et j'avais même fait un petit truc, en fait, je me souviens quand je tournais au machin, j'avais donc un petit calepin, je sais pas quoi, et je dessinais, je faisais mon GPS au crayon, enfin c'est vrai de rire. Et donc je me balade et tout, et je tombe sur des boutiques de Hollywood Boulevard, complètement dingue. Je découvre Fredericks of Hollywood, alors je crois que ça n'existe plus, mais ça existait encore il y a même pas 10 ans, quoi. C'était en tout cas, à Hollywood même, la boutique la plus célèbre de tout ce qui est sexy, en fait. Donc c'était là qu'allaient s'habiller toutes les stars, enfin genre Madonna, enfin voilà, et c'était l'endroit donc où t'avais tous les trucs de lingerie, etc. Mais c'est pas sex shop du tout, mais c'est juste voilà, tous les chaussures à talons aiguilles, les quand même très sexe, mais très tendance. Voilà, c'est culte, quoi. Même sur Google, tu tapes Fredericks of Hollywood, tout de suite tu vas voir, j'imagine, un milliard de photos, de trucs, et surtout l'histoire du lieu, quoi. Non, moi je passe devant ça, ça me faisait marrer, et je vois plein de boutiques c'est Hollywood Boulevard en 89, donc plein de boutiques de t-shirts, plein de trucs de disques, enfin c'était génial. Et moi je faisais toujours un peu gaffe avec mes dépenses parce que j'avais quand même beaucoup de mal à pas avoir peur d'être à sec, quoi, et tout seul à New York. Enfin c'était un peu devenu mon scénario catastrophe. Donc là je m'achète quelques trucs, mais je suis hyper prudent, franchement. Et je prends plein de photos. Enfin, ça c'est vraiment très cool. Et je me souviens que assez rapidement, peut-être le deuxième soir ou le troisième soir, un truc comme ça, il me dit là on va pas rentrer, ce soir on rentre pas à Malibu, on va dormir ici, donc à Hollywood, et on va aller chez un pote à moi qui s'appelle Steve. On va se commander des pizzas, enfin voilà, c'est soirée cool, et on va dormir chez lui. Ouais, donc je me dis d'accord et tout, et il me dit Steve, c'est un mec qui travaille dans le cinéma, mais qui a eu des galères financières. Là ça va beaucoup mieux, mais il y a eu des moments difficiles. C'est un mec qui est, je me souviens plus quel âge il avait, mais il était plus tout jeune, enfin ça allait, hein, mais il avait je sais pas, 45-50, quoi. Donc voilà, il m'explique un peu, mais par contre il me dit c'est un mec hilarant, super drôle et tout. Et donc on arrive, et le mec il m'avait fait penser, il avait un humour en fait qui, avec le recul, hein, pour ceux qui connaissent, vous allez tout de suite voir, me faisait penser à Chevy Chase. C'est-à-dire que en fait, il est un peu pince sans rire. C'est-à-dire qu'il arrêtait pas de dire des conneries ou de faire des conneries. Genre il faisait des trucs improbables et il se comportait tout à fait normalement, alors que genre il avait un truc sur lui qui était pas normal, ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un mec super drôle. Et ouais, et on se commande des pizzas, et je découvre, parce qu'en 89, en France, il y a ni Pizza Hut ni Domino's Pizza. Ça n'a pas du tout encore envahi la France. Et donc je découvre ces deux chaînes de junk food, j'allais dire. Ouais. Et on commande les Domino's Pizza, et je découvre les tailles. C'était des extra larges, pas quoi. Et donc c'est la taille, enfin c'est fou. C'est fou. Et je vois les pizzas arriver, je dis waouh. Putain, c'était drôle. Avec 10 000 pepperoni, je me souviens que je me suis régalé. On se marre, etc. Et on parle de plein de trucs, etc. Lui me parle vachement, et il est super curieux de moi, et c'est drôle et tout. On vraiment sympathise vraiment bien. Et à un moment dans la nuit, ah oui, je précise quand même, donc j'ai 17 ans, j'ai pas le droit de boire d'alcool, du tout. Donc en lieu public, c'est hors de question, parce qu'en plus là-bas ça rigole pas trop. Mais par contre au privé, alors inutile de vous dire que chez la top model c'était même pas la peine d'en parler. Mais d'octobre, lui m'avait déjà proposé une bière, des trucs comme ça, ce qui est formellement interdit. Et chez Steve, je me souviens que j'avais carrément bu de la vodka avec les pizzas, en mangeant les pizzas. Donc là c'était vraiment très cool, et ça me rappelait, enfin évidemment ça faisait déjà au moins un an que je buvais de l'alcool avec mes potes et tout, des trucs comme ça, mais voilà, c'était très cool. Il me dit tu devrais rester au moins 2 jours ici, quoi, parce que finalement là on est au cœur de Hollywood, quoi, et t'as pas fini de voir tout ce qu'on peut voir, quoi. Et donc Dog me dit tu veux rester chez Steve, enfin tu veux rester avec Steve pendant 2 jours, et puis et Doug me dit de toute façon moi je viens tous les matins et je repars tous les soirs, donc en fait je te récupère dans 2 jours après ma journée de shooting, quoi.
Et je dis ouais carrément grave et tout, carrément d'accord. Ah oui, je précise que là par contre chez Steve, dès que je rentre en fait, j'entends du heavy metal et tout, enfin, et je vois que l'ambiance c'est pas du tout la même que ailleurs. Et lui donc il me confirme, il me dit ah moi j'adore tous ces groupes, enfin il me dit je vais te montrer des endroits, tu vas voir, etc. Ce qui est vraiment dingue, c'est que donc là moi je suis super content. Et d'Octobre se barre le lendemain matin. Lui me fait me balader, donc Steve m'emmène me balader dans Hollywood. Et voilà, on allait bouffer du chicken carne de dingo. Je me souviens, c'était super sympa. Et on parle pas mal et il m'aide un peu avec mon anglais en fait. Et d'ailleurs, c'est le premier à me dire, à un moment, à me complimenter un peu. Il me dit ouais, franchement, parce qu'il avait du mal à croire que j'étais vraiment nul avant de partir. Et je lui dis, j'étais à chier. Et il me dit, bah putain, ça va vachement mieux là et tout, etc. Et il me prévient parce que quand je lui parle, donc moi je suis de plus en plus à l'aise. Et à un moment, pour me taquiner, il me dit, quand tu vas rentrer, par contre, va falloir faire attention parce que il me dit, t'es en train d'apprendre l'américain en fait. Et toi t'as des cours d'anglais. Donc, et sur le coup je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire, enfin je comprenais mais je trouvais que c'était un peu une vanne pour chipoter, mais quand je suis revenu en France là j'ai compris la douloureuse. Donc on se balade et il me demande qu'est-ce que t'aimerais bien faire et tout, des trucs que t'aimerais visiter, tout ça. Donc on est allé sur le Chinese Theater, enfin on a fait plein de trucs, c'est vraiment très sympa. Et alors là, je vais faire une rencontre assez cool. Et mais je sais pas trop ce que je vais peut-être pas tout raconter non plus. Toujours est-il que il me dit à un moment donné, je vais te présenter une copine à moi, elle va te plaire. Et donc il se marre et il me dit, est-ce que tu connais Angeline? Et je lui dis oui parce que j'étais tellement fan de heavy metal que donc ça je vous en ai déjà parlé, je trouvais la presse américaine, des trucs comme ça. Et puis dans les films aussi, je sais plus c'était dans quel film, il y avait déjà eu plusieurs films où on voyait les billboards de Angeline dans des scènes de films à Los Angeles. Et aussi j'avais vu déjà des photos de stars du heavy metal à Los Angeles dans des clubs ou dans des lieux quoi, avec cette femme quoi, et tu la reconnaissais immédiatement. Et donc ouais, et j'avais compris un peu le concept, c'est-à-dire que c'était une mascotte en fait, d'une certaine façon, une icône mais une mascotte. C'est-à-dire qu'elle chantait, elle faisait des petites apparitions dans quelques films, mais elle n'était ni actrice ni chanteuse, elle ne le prétendait même pas. Et elle était une créature quoi, voilà, c'était son métier. Mais c'était totalement assumé et même très féministe quand on y pense en réalité. Donc je lui dis ouais un peu voilà, et il me dit parce que c'est une copine, donc on va la retrouver et tu vas voir, elle est super fun, elle est super drôle, etc. Et donc on s'arrête, je sais plus trop où, je me souviens que c'était dans les hauteurs d'Hollywood, et on l'attend parce que on se met sur un petit parking, je me rappelle très bien. Et arrive la Corvette rose devenue célèbre de Angeline. Et je vois la Corvette là comme ça. Et je l'ai déjà dit, j'avais mon appareil photo tout le temps avec moi. Donc je prenais des photos. Dès que je voyais un truc cool, en fait, je prenais une photo parce que je me disais ça fera un souvenir et tout quoi. Donc je sais, il faut que je les retrouve. Mais je sais que j'ai des photos c'est rigolo quand j'y repense avec le recul, mais j'ai des photos de l'arrivée de la Corvette d'Angeline, parce que je vois la Corvette dans la rue là et je fais putain mais c'est dingue, la Corvette rose donc, et j'ai dit waouh. Je prends l'appareil, clic, et donc je fais la photo et Angeline arrive et je suis quand même assez impressionné parce que je vois son visage quoi. Je vois qu'elle est super belle en fait, que c'est une très belle femme. Et donc là je suis un peu stylé. Et évidemment Steve il s'en rend compte, donc il est pété de rire parce que lui il la connaît, ils sont potes quoi. Et donc elle arrive, elle me dit hyper gentille, vraiment adorable, hyper adorable tout de suite. Et Steve pour me charrier mais vraiment gentiment lui dit tu t'en es pas rendu compte mais t'as déjà pris 2 fois en photo en fait. Dans ta voiture en fait quand t'arrivais quoi. Lui il en peut plus de rire quoi. Parce qu'après je vais finir par comprendre aussi quand même que effectivement dans les quartiers surtout d'Hollywood, les bagnoles de dingue
Ouais, c'est pas toutes les 5 minutes, mais t'en croises tous les jours. Par contre, c'est sûr. Ça, c'est évident. Tu vois des bagnoles de ouf, quoi. Donc oui, moi, tu viens de Paris, tu vois une Corvette rose. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Donc elle éclate de rire et elle lui dit faut faire la photo rituelle. Et moi, je connais pas le concept. Alors, si vous connaissez Angeline, vous connaissez le concept. Et à l'époque, ça faisait pas longtemps qu'elle le mettait en place, apparemment. Le concept était donc quand on lui demandait une photo d'elle, elle posait avec la personne devant la voiture. Alors, je précise aussi que, nous évidemment pas du tout. Je crois même qu'avec les autres, tout ça, elle ne se faisait pas monnayer, puisque par la suite, elle a tarifé elle a bien raison, sans déconner, hein, mais franchement. Mais donc elle demande de l'argent quand on lui demande un selfie avec elle, puisque c'est son métier en fait, entre guillemets, donc d'être Angeline. Faut vraiment, faut regarder la mini-série qui est magnifique, dont j'ai parlé plein de fois. Et donc je pose à côté d'elle, un peu impressionné parce que je viens juste de la rencontrer, quoi. Et cette photo-là, je l'ai aussi, bien sûr, donc du coup. Et voilà, donc celle-là, je vais la retrouver, je vais vous la montrer. Et on va bouffer, et on discute et tout, et elle me pose plein de questions, et elle est super drôle. Comme lui, c'est vraiment un intime, en fait, elle me montre elle se moque d'Hollywood, de tout ce milieu-là, quoi. Et je me souviens d'un truc très drôle, c'est que elle avait une voix par moments vachement aiguë, un peu comme on fait Marilyn, etc., etc. Et évidemment, quand elle se détend, elle a sa voix beaucoup plus grave. Et elle en jouait en fait pour nous faire rire, enfin pour me faire rire, parce que moi ça me faisait rire évidemment. Parce que de temps en temps, donc elle allait dire un truc, le serveur allait demander quelque chose, et elle allait répondre au serveur avec une voix super sexy, on pourrait dire. Et une fois que le serveur partait en disant ok ça arrive ou je sais pas quoi, elle reprenait sa voix grave et elle faisait vous êtes bien aimable. Enfin en tout cas voilà, et je vais en fait rester avec Angeline en fait jusqu'au lendemain. Et voilà, c'était super marrant, super sympa, et une nana complètement dingue à l'époque, qui était complètement folle, mais avec une folie une folie bienveillante, je sais pas comment dire, vachement gentille, et à côté de ça une forme de solitude terrible. Déjà à l'époque, quoi, en 89. Enfin voilà, c'était vraiment dingue. Ah oui, si. Et alors le truc le plus drôle, c'est que le lendemain donc. Angeline me dit bon maintenant je vais te ramener chez Steve et tout. Je crois qu'on va prendre un petit déjeuner, je sais plus où encore. Quand Steve me récupère, il dit à Angeline le paparazzi là, le photographe déchaîné là, vous avez pas fait de photos, ça va, il y a pas de photos compliquées. Il va pas revenir en France chez son père avec des photos compliquées chez toi, etc. Je sais même pas comment réagir en fait. Et bon, elle éclate de rire et tout, et elle dit j'ai pas souvenir d'avoir vu l'appareil photo dans la maison, donc non, j'ai pas l'impression que t'es sorti ton appareil. Et non, en plus non, j'avais pas sorti mon appareil de mon sac, non, parce que lui il me dit, et là par contre il était sérieux. Steve me dit, Doug m'a prévenu quand même que ton père, en gros, il t'a envoyé chez lui. T'étais pas censé en fait, enfin il est pas au courant, ton père. En France, il a pas été prévenu, quoi, que finalement t'as passé 2 jours chez moi. Et s'il apprend qu'en plus t'as passé la nuit chez Angeline, voilà. Enfin, il dit là, ça, c'est un peu, vous savez pas qui s'imagine, voilà, que vous avez fait des rails de coke et que je sais pas quoi. Enfin, je me souviens de cette phrase parce que il a commencé à parler de la coke et je me suis dit, il va parler de cul après. Je lui promets de pas parler à mon père du tout de cette escapade, on va dire, voilà, d'un jeune homme mineur en plus, hein, quand même. Et c'était très 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 drôle. Et j'ai tenu parole. Parce que je tiens à dire quand même que papa, si tu regardes cette vidéo, tu apprends aujourd'hui. Il y a un peu de prescription, je pense, ce qui s'est réellement passé. Mais donc évidemment, moi j'ai dit mais non, je dirais rien du tout. Et de toute façon, les seules photos que j'avais, et c'était la vérité, c'était quand on s'était rencontrés. Donc c'était voilà, le bagnole dehors, moi avec Angeline devant la voiture. J'avais son accord. J'ai pris une photo d'Angeline quand elle marchait vers le resto. Parce qu'elle était surréaliste. Je suis obligé de prendre une photo, mais par contre, j'avais demandé. J'avais dit, est-ce que je peux prendre en photo de dos, en train de marcher? Et elle m'a dit, évidemment. Alors, elle était tellement gentille. Donc j'ai aussi, normalement, si je la retrouve, j'ai aussi ça en stock. Je retourne avec Steve. Et Docto vient pour me récupérer. Il y a une partie de moi qui me dit, mais vous devez dormir en fait.
n'intéresse personne. Mais je pensais ça sur 2-3 autres vidéos et apparemment ça n'a pas déplu. Après moi je sais que j'aime bien écouter les gens parler de trucs comme ça, j'adore même. Mais je sais pas trop si ce que je vais laisser et enlever. Le dernier soir, c'est le dernier soir où je dors vraiment à Hollywood. Et en fait j'étais censé donc voilà retrouver d'octobre, enfin chez Steve. Et il arrive après sa journée et il y a un autre mec qui arrive. Scott, il s'appelait. Il y a un mec qui arrive qui s'appelle Scott, qui est un pote de Steve, un grand blond avec un look de surfeur, mec hyper beau, vraiment impressionnant, quoi. Le cliché le mec sorti de Point Break, quoi. Enfin, je sais pas vraiment, hein. Lui, je crois que j'ai des photos de lui, mais après, je sais pas trop si je peux mettre des photos de toutes ces personnes sans leur accord. Angéline, bon, c'est une célébrité, mais je sais pas trop. Doc, je pourrais, je pourrais. Il est décédé. Il est mort il y a 4-5 ans d'un cancer. Non, je peux peut-être pas, ouais. Enfin, en tout cas, bref, le mec Scott, hyper gentil, super. En fait, c'est un truc que j'ai constaté, c'est qu'en fait, moi, jusqu'à là, que ce soit en France ou par exemple en Angleterre ou des trucs comme ça, quand les gens sont trop beaux, ils sont pédants, ils sont prétentieux, ils peuvent pas être normaux, enfin, ils sont chiants, quoi. En plus d'être beaux, ce qui est chiant. Et aux États-Unis, les gens vraiment que j'ai vus et qui étaient impressionnants, enfin voilà, de beauté, enfin, ils étaient c'est comme s'ils étaient conscients que c'est une chance d'être beau. C'était genre t'as rien fait pour, enfin c'est pas par ton talent que t'as des jolis traits. Enfin, et là je vois des gens qui sont vraiment cool et tout, et ça fait super plaisir à voir. Et donc normalement on était censé retourner dormir à Malibu, mais comme on dînait une dernière fois tous ensemble, il y a ce mec qui arrive, donc ce pote de Steve qui s'appelle Scott, le beau blond, et lui il a je sais pas 24 ans, 25 ans, un truc comme ça, et il a les cheveux longs, et il a un look un peu rock et tout, il est un rock surfer, enfin il est complètement incroyable, il est incroyable, franchement il est incroyable, avec de grands yeux bleus et tout, et il est à fond dans le heavy metal. Donc en fait quand on discute, parce qu'évidemment moi je devais porter mes t-shirts, j'imagine que j'avais acheté, donc enfin voilà, donc en fait il me voit et il me fait t'es fan de machin et tout, donc voilà, donc on discutait un peu. Évidemment Steve, mort de rire, lui dit demande-lui donc où il a passé la nuit. Et parce qu'évidemment il connaissait aussi Angeline, c'est super bon enfant. Et il me dit ouais, du coup en fait mec, t'es en train de réaliser tous tes rêves, sauf que tu pourras pas en parler à ton père quand tu vas rentrer, etc. Et je lui dis ouais, c'est clair, en marrant, enfin c'était pas un rêve, mais c'est vrai que c'est hallucinant, j'aurais jamais imaginé ça, quoi. Et mon père non plus, c'est certain. Je lui dis moi mon vrai rêve, et c'était la vérité, je lui dis mon vrai rêve ce serait d'aller au Cat House. Et alors le Cat House, donc voilà, le Cat House, c'était la boîte de nuit qui faisait aussi concert. Donc c'est un peu comme on en a eu à Paris des célèbres, un peu comme il y avait la Locomotive à une époque par exemple qui faisait boîte de nuit mais qui faisait aussi concert, quoi, salle de concert. C'était le club mythique de tous les groupes de heavy metal, mais tous. Donc c'est là où sont allés 1 milliard de fois Axl Rose, Guns N' Roses, tout ça machin, Poison, Rat, Faster Pussycat, tous les groupes, Skid Row, toutes mes idoles. Quand je lisais les magazines et tout, à chaque fois ils avaient des souvenirs d'être passé dans ce club avant de se faire signer ou d'avoir été repéré au Cat House par des maisons de disques, puis d'avoir signé leurs premiers albums et d'être devenus des méga stars grâce à ça, et surtout sur les photos promo, devenus des superstars. Ils portaient régulièrement, en tout cas je voyais régulièrement sur des photos d'eux le t-shirt officiel, le t-shirt du Cat House, qui évidemment me faisait rêver, parce qu'en plus je le trouvais magnifique visuellement, graphiquement, je le trouvais sublime. Et le club, c'était donc le lieu cultissime, mythique, quoi, de tout fan de heavy metal. Mais donc moi, petit français, je voyais passer des trucs, ou même je lisais des trucs où t'avais Nicky Six qui disait j'étais au Cat House, j'ai croisé John Bon Jovi et machin, je me disais mais what, putain. Et donc je lui dis mon vrai rêve, mais là c'est un rêve, c'est-à-dire que voilà, c'est impossible que ça se réalise, ce serait d'aller au Cat House, quoi.
et parce que j'ai oublié de préciser, donc le Cat House était un club au centre de Hollywood. Mais je ne l'avais pas vu, j'étais pas passé devant, je savais pas dans quelle rue il était. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vu. Et c'est là où c'est vraiment dingue. Parce que donc j'étais censé ce soir-là repartir avec Dog à Malibu. Et Scott regarde Steve et Dog. Et il dit je demanderais bien à ma chérie, mais je sais pas du tout si ça peut marcher. Vraiment, ça dépend aussi de l'humeur, etc., etc. Et je vois pas du tout de quoi il parle. Et à ce moment-là, Steve m'explique et me dit la meuf de Scott est danseuse au Cat House. Parce qu'en fait, il y avait des poteaux avec donc des jeunes femmes qui dansaient sur la musique heavy metal, etc., qui était diffusée, quoi. Comme du pole dance, quoi, on pourrait dire. Mais pas elles étaient habillées sexy, mais elles étaient pas en string et tout, hein, donc c'était pas du tout comme on voit dans les lieux où il y a des trucs de pole dance et où les meufs elles prennent des billets et tout. Là, c'était pas du tout ça. C'était juste des danseuses, quoi. C'est des danseuses, c'est pour l'ambiance et tout, quoi. Et puis le look, quoi. Mais donc voilà. Et donc sa copine, j'apprends, il travaille régulièrement. Donc je suis choqué et il me dit mais bon, clairement t'as pas le droit d'y aller. Donc c'est chaud parce que faudrait te faire rentrer par derrière, enfin par les loges en fait, justement d'ailleurs les loges des danseuses. Et on peut pas le faire, sans l'accord de Ricky Rackman qui était le patron, le créateur du Cat House. Enfin voilà, c'est quand même très compliqué. Je ne sais pas, est-ce qu'on y va en se disant que possiblement, on n'y arrivera pas parce que voilà, ce sera non, quoi. Mais ils se regardent entre eux et ils se disent c'est son rêve. C'est à 10 minutes en bagnole, on peut le tenter, voilà, c'est con de pas le tenter. Et donc moi je suis là et je regarde ces gens, je me dis mais ils font ça pour moi, enfin je trouve ça tellement gentil, quoi. Donc je suis un peu sonné en fait, je parle pas trop, j'attends de voir, quoi. Sa nana est prévenue, on termine de dîner, elle nous rejoint, alors encore un ton, hein. Ouais, ça faisait de la peine, hein, vraiment toute cette personne que la nature n'a pas gâtée. Mais super gentil aussi. Encore un point commun, hein, vraiment qui se la pète pas du tout. Elle faisait beaucoup plus jeune que son âge, je me souviens, parce que je me disais mais putain, limite elle a mon âge. En fait, non pas du tout. Elle avait, je sais plus quel âge, mais en fait, elle était plus âgée que moi, quoi. Mais elle faisait vraiment très jeune. Et donc elle explique, elle dit, par contre il faut l'accord de Ricky, quoi. Il faut l'accord du patron, quoi, parce que ouais, normalement il n'a pas le droit d'y être, quoi. Et donc on termine de bouffer tout ça, on discute, on rigole, mais je me souviens par exemple, parce que moi je buvais du coup, et il me dit par contre tu ne bois pas parce qu'il faut pas que t'aies la laine, faut pas que tu sentes l'alcool du tout. Donc je me souviens que ce soir-là c'est juste Coca-Cola, etc. Et vers minuit, un truc comme ça, on prend 2 bagnoles et on part et on va devant le Cat House, et je me souviens qu'on arrive et je reconnais le logo, donc et je suis tellement impressionné parce que j'ai vu cet endroit, enfin cette devanture sur tellement de photos, enfin c'est tellement dingue, quoi. Et là je me dis là c'est dingue, là ce que je vis c'est dingue, même si je rentre pas, en fait c'est dingue. On attend un petit groupe devant, la meuf dit bougez pas. Je vais aller à l'intérieur chercher Ricky pour savoir ce qu'il en pense. On attend devant et je vois, il y a une espèce de vigile, mais alors c'est comme dans les films, quoi. Le mec à l'entrée, quoi, qui fait... Le mec, t'as l'impression que genre, il prend Schwarzenegger, Dolph Lundgren et il les expose comme ça l'un contre l'autre. Et fait, c'est un monstre, une montagne. Et alors qu'on est devant, mais un peu en retrait, parce qu'il y a de la queue, évidemment, il y a des gens qui blablatent, qui sont sûrement des habitués et qui discutent devant l'entrée, enfin juste à côté. Et puis t'as des gens qui font la queue pour entrer, parce qu'il est tôt, hein, il est minuit et quelques. Et nous on est un peu en retrait, en groupe comme ça, mais un peu en retrait. Et je vois que ce mec-là, cette énorme montagne, il me regarde comme ça. Pas méchamment, mais il me regarde genre, toi t'es trop jeune. Genre limite, à un moment je me suis dit, il va venir me voir en me disant, non mais regarde même pas l'aventure en fait, c'est pas la peine. Et te fais pas du mal, vas-y, va ailleurs. Et donc je suis là et je me dis, c'est clair que ça va être mort, mais tant pis. Et à ce moment-là, sortent, alors non pas, parce que elle, donc je l'avais vue, elle avait fait le tour, effectivement, elle était rentrée par une petite porte dérobée, et là je vois que sortent dehors, mais par l'entrée principale, sa nana, Scott, accompagnée
de ce mec dont j'avais entendu parler, parce que sur le logo il y a marqué Riki Rachtman's Cat House Hollywood, et donc je connaissais son nom mais j'avais jamais vu sa gueule, je vois ce mec qui sort avec elle, et j'en conclus que c'est lui évidemment. Il cherche comme ça, il voit notre petit groupe, il se ramène direct, et il me jette un œil, mais genre un quart de seconde, il regarde Doug et Steve et Scott, il leur dit, et là j'atteins un niveau où je commence à comprendre des conversations à peu près, sauf si c'est des mots compliqués, mais là il n'y avait pas de mots compliqués. Il demande tout simplement, il dit il a 21 ans, parce que c'est interdit au moins de 21 ans. Et donc Doug dit non. Riki Rachtman il me regarde. Est-ce qu'au moins il a sa première majorité, donc 18 ans. À ce moment-là, je sais plus c'est lequel, c'est Steve je crois. Steve il lui dit totalement dans moins d'un an. Donc moi je me dis franchement j'entends ça et je me dis bah, c'est foutu quoi. Et je comprends en plus. Je me dis le lieu il est interdit au moins de 21 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 21 ans, t'as pas le droit d'y aller. Et en plus, aux États-Unis, en dessous de 21 ans, t'as pas le droit de boire de l'alcool. Donc, je me dis, le mec, il est cool. Donc, en fait, il est gentil. Il a dit, est-ce qu'au moins il a 18 ans? Parce que bon, à la limite, on pourrait, négocier en cas de descente de flic ou j'en sais rien, etc. Ce qui est déjà hyper sympa, parce que 18 ans, 21, c'est pas du tout la même chose. Mais là, je me dis là, effectivement, en fait, je réalise, je redescends sur terre, en fait. Je me dis, mais non, mais, mec, t'es mineur, t'as 17 ans quoi. Et là, hallucinant, je vois Riki Rachtman qui me regarde, et c'est comme si dans ses yeux, il me sondait pour savoir à quel point j'ai envie de rentrer en fait. Et je le regarde et je sais pas ce qu'il a vu dans mon regard quoi, mais une supplication peut-être, non, je sais pas. Et il vient me voir, il me dit donc t'es français, tu connais la boîte et tout. Je dis ouais, c'est le lieu le plus cool sur terre et tout quoi. Il sourit un peu et il me dit je te laisse rentrer. Il me dit à deux conditions. Il me dit je te laisse rentrer 3 heures, pas plus. Donc il me dit il est minuit et demi, 3h30, t'es dehors. Et il me dit et l'autre condition, tu ne bois pas d'alcool. Et il me dit si quelqu'un te tend un verre d'alcool et que je te vois le boire, ou que si tu bois de l'alcool, tu dégages. Immédiatement tu te dégages. Et voilà. Et donc moi je suis là, je fais pas de problème, mais bien sûr et tout. Et franchement en plus c'est sincère. Enfin je m'en fous complètement de boire de l'alcool. Je vais entrer dans ce lieu qui m'a toujours fait rêver, etc., etc. Donc boire de l'alcool c'est pas grave. Et puis 3 heures c'est plus que, 3 heures ça ou rien de toute façon. Mais je suis fou de joie. Je suis pas venu pour me retourner la gueule jusqu'à la fermeture. Hein, donc évidemment. D'autant que je suis pas seul. Et donc je dis oui bien sûr oui et tout. Et là il se retourne vers les 3 adultes, j'allais dire, et il leur dit dans ce cas-là c'est ok. Et il dit je sais plus ce qu'il dit, mais il fait une petite remarque pour dire que c'est vraiment, il fait ça mais voilà, c'est tendu quoi. Ah oui si, et je me rappelle maintenant, parce qu'en fait le lendemain ils m'ont dit en fait il y avait eu des descentes de police au Cat House parce que de la cocaïne, tout ça, c'était une boîte où évidemment avec que des méga stars comme ça, plus tous les gens de la nuit quoi, de Hollywood et de Los Angeles, et puis voilà la scène hard rock en plus à la fin des années 80. Donc en fait la drogue c'était non-stop et tout, donc en fait ils avaient des soucis évidemment à ce niveau-là, et il leur a dit en fait s'il y a une descente pour de la drogue ou des trucs comme ça, et que en plus en checkant les identités tout d'un coup on tombe sur un gamin qui a 17 ans, me dit là je suis vraiment dans la merde. Donc c'était pour ça. Et comme les descentes se faisaient, et ça semble logique, en fin de nuit, du coup, et voilà, c'est pour ça qu'ils voulaient pas que je reste passer 3 heures et demie. Donc en tout cas, on rentre, on passe devant, quand on descendait dans le club, en fait, il y avait un accueil, donc le vestiaire, tout ça. Et au vestiaire, ils vendaient du merch, quoi, en fait, tout simplement. Donc t'avais le t-shirt de base qui m'avait fait rêver sur 1 milliard de photos de Poison, Cinderella, Guns N' Roses, etc. Du fameux t-shirt, le t-shirt qu'on nous trouve. C'est un t-shirt évidemment qui n'était vendu que dans le club. Voilà, donc dans le monde entier, tu pouvais le trouver nulle part ailleurs. Et je vois ça, évidemment, alors là tout d'un coup c'est le Graal. Parce qu'en fait, comme c'est un truc que tu ne peux acquérir qu'en étant entré dans le lieu. Évidemment, quand je suis parti aux États-Unis, je me suis pas dit j'aimerais un t-shirt Cat House quoi. Mais là, tout d'un coup, je suis dans le club. Du coup, j'ai accès à la boutique. Et donc je demande à tout le monde de s'arrêter parce que eux, ils vont pour descendre direct et je dis un t-shirt.
Et donc j'achète un t-shirt. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que donc on me donne le t-shirt et il est absolument magnifique, etc. Et au dos, il y a en lettres en gaufrage quoi, member. Donc j'ai même des photos de ce t-shirt en fait que j'ai eu et que j'ai perdu. Et perdu il y a même pas 10 ans lors du dernier déménagement. Donc c'est simple. Et donc voilà, et je descends, et à l'intérieur, c'est complètement classique, quoi. C'est-à-dire que c'est un club, voilà, c'est que des freaks et des créatures de dingo, et looké heavy metal, donc voilà. Je vois des mecs passer, je me dis, je suis sûr que c'est un chanteur, mais que je sais plus qui c'est. Enfin, en fait, les mecs sont tellement, ou alors et effectivement, c'était aussi des chanteurs qui étaient en recherche de deals, donc qui traînaient dans le milieu, et des trucs comme ça, ou des musiciens, tout simplement. Et donc voilà, donc je passe 3 heures et c'est super drôle en plus parce que évidemment il y en a qui me surveillent un peu, donc il y a Doc qui vient me charrier régulièrement en disant et parce que je bois quand même évidemment, donc et je discute avec des gens, mais parce que c'est à l'américaine, donc en fait c'est hyper cool, donc en fait on vient te voir, qu'est-ce que tu fous là, enfin voilà, donc c'était génial. Les 3 heures passent comme si c'était 3 minutes quoi. À un moment quelqu'un vient me voir et me fait signe, et je vois qu'il y a la copine de Scott qui est devant la porte des loges des danseuses où elle se change et qui m'appelle. Et en fait elle m'appelle pour me faire sortir par derrière. Et donc on s'est tous retrouvés dehors. Et voilà, j'avais le smile jusque là, des étoiles plein les yeux, je me disais toute ma vie je m'en souviendrai, et la preuve, 51 ans, je m'en souviens. C'était extraordinaire. Et alors pour terminer juste cette anecdote là, il y a quelques jours, je sais plus à quelle occasion, comment ça s'est produit, etc. Je vois passer une pub pour le site donc de Riki Rachtman, où il vend en ligne donc du merch du Cat House. Et qui n'existe plus. Je précise que le lieu n'existe plus. Il y a des soirées Cat House qui existent encore aux États-Unis, qui ont lieu dans d'autres localisations, quoi. Mais il n'y a plus, le club n'existe plus depuis longtemps. Et donc moi en plus j'ai plus de t-shirt, enfin donc j'ai perdu ce t-shirt auquel je tenais, vous imaginez à quel point. Et je vois passer ce truc-là et je me dis putain, le mec en fait, et maintenant on peut lui commander du merch, quoi. C'est génial. Et donc à ce moment-là je vais sur son site et je commande donc un t-shirt évidemment. Et je vois ces magnifiques casquettes, pourtant je suis pas très casquette, mais celle-ci je la trouve trop belle, mais trop belle de ouf. Et donc voilà, et j'ai reçu, donc voilà, donc c'est arrivé, mais là genre je sais pas, 4 jours, j'ai reçu une nouvelle version, donc mais c'est quasiment le même, sauf qu'au dos il y a rien, mais ça, le dos je m'en fiche. Et donc c'est le magnifique t-shirt du Cat House. Très sincèrement, après c'est totalement subjectif, mais pour moi c'est vraiment un des plus beaux t-shirts que j'ai eu de ma vie. Enfin j'adore tout, dans la typo, le logo, c'est le mélange des couleurs, rose passé, noir, blanc, enfin, ça défonce. Enfin j'adore tout. Je reçois ça et donc la casquette, et je découvre que le mec a un profil Instagram. Et donc du coup, je lui fais un mot. Mais là, hein, genre, il y a une semaine. Et je lui dis, aucune chance sur 1 milliard d'années-lumière que vous vous souveniez de ce que je vais vous raconter. Mais je lui dis, je lui raconte à peu près ce que je viens de vous raconter, mais en résumé, mais je lui dis en gros, voilà, un soir, je suis arrivé devant chez vous avec des gens, je venais de France, c'était pour les vacances, tout ça, c'était mon rêve, machin, et vous avez... voilà, vous avez demandé si j'avais au moins ma première majorité, et je l'avais même pas. Vous avez fait un truc incroyable, et vous avez rendu un gamin fou de joie. Enfin, voilà quoi. Et donc je lui ai raconté ça, et il s'en souvenait pas, mais il a été super cool, et il avait l'air assez fier. Il m'a dit putain, je suis fier de ce que j'ai fait, c'est cool. Parce qu'en plus plus tard, moi après j'ai fait pas mal de sorties dans les boîtes de nuit de Paris et tout comme ça, dans mes années de voilà, mais c'était vraiment une sale mentalité, enfin les gens cool c'était rare, et voilà ce mec là, la grande classe à l'américaine quoi. Et donc après je sais plus trop ce qu'on a fait, il restait peut-être encore un jour ou deux, on a changé les dates, ça je me souviens, par rapport à mon séjour à New York, et surtout ce qui s'est passé de vraiment génial, c'est que donc là on était redevenus vraiment copains comme les Américains savent faire en très peu de temps. Ils te considèrent comme un pote quoi, vraiment quoi. Et c'est Scott qui me dit il est tout content, ah oui, parce que du coup après le Cat House on est rentrés tous dormir à nouveau en fait finalement à Hollywood quoi,
chez Steve, parce qu'on a évidemment Dog, il avait la flemme de rentrer à Malibu comme de la route, hein, c'était plus d'une demi-heure. Donc on dort à nouveau chez lui et le lendemain matin, Scott me demande et donc tu vas faire quoi à New York, tu vas chez qui, etc. Et je lui dis ah non, là par contre à New York je suis tout seul dans un hôtel, voilà, c'est pour que je découvre la ville par moi-même, un espèce de rite initiatique, je ne sais pas. Et ils sont tous choqués. Ils font ah, putain, waouh, c'est chaud quand même. Mais vraiment. Et du coup, je leur dis d'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, par contre, je suis tellement à l'aise avec eux que je leur dis arrêtez de me foutre la flip sur ce séjour à New York, quoi. Parce que déjà, il y avait déjà la meuf à San Francisco qui m'avait déjà un peu prévenu, genre va pas à tel quartier, passer telle heure, fais bien gaffe et tout. Et c'était même, je crois que c'est Scott qui m'avait dit le soir à New York, il faut marcher comme si on te tirait par le nombril avec un fil. Comme ça, faut pas voûter en fait. Faut jamais être voûté. Sinon t'es une proie en fait. Non putain, c'était chaud. Donc moi voilà, donc je raconte ça et Scott me dit je suis en plein déménagement. Moi je suis New-Yorkais. Je viens en fait, j'emménage à Los Angeles pour ma chérie, mais mon appart il est pas encore totalement vidé. Ce serait quand même beaucoup plus sympa que tu t'ailles squatter dans mon appart plutôt que tu payes un hôtel. Enfin je sais pas, enfin, et lui il me dit, moi je trouve ça con quoi. Donc garde tes thunes quoi, va dans mon appart et fais-toi plaisir à New York. Et à ce moment-là, Dog il fait hop, faut que je vois avec son père parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc parce que moi évidemment je dis bah génial et tout quoi, moi je préfère vachement. Parce qu'il me dit moi je préviens la gardienne de l'immeuble, elle te file les clés. Il me dit il y a plus grand chose dans l'appart, mais il y a encore un matelas. Et d'ailleurs oui je me souviens il y avait un matelas, un frigo. Une table et des cartons encore, quelques cartons. Il dit voilà, tu peux quand même parce qu'il me dit en fait le frigo je le laisse, donc en fait du coup t'as un frigo et oui il y a quoi cuisine, enfin voilà. Et donc Dog dit là je vais prévenir Michel demain quand même pour machin, mais moi je suis tellement moi je dis c'est plié, c'est mort. Je dis même si mon père il dit non, attends qu'est-ce qu'il va faire, il est en France, mais je suis aux États-Unis. Alors tu vas vérifier que je prends bien un taxi pour aller du point B au point C. Enfin donc mais en fait Dog qui était tellement gentil lui a vendu. J'étais pas là quand il l'a appelé quoi. Mais il l'a convaincu quoi et donc parce qu'en fait après je peux comprendre aussi. Mon père il dit ok mais c'est qui ce Scott en fait, et là faut la jouer finaude. C'est pas le moment de lui dire c'est le mec grâce auquel en fait ton fils il a passé la nuit au Cat House en rentrant par la loge des meufs à poil qui sont sur c'est le truc de Tom Dent. Oh merde, c'était drôle. Donc et c'était tellement mignon en même temps de voir ces mecs super cool prendre soin de moi en disant ça faut pas le dire à son père, mais c'était super drôle. Et ce qui est drôle c'est que moi j'ai jamais moufté, donc en fait même le Cat House papa il est pas au courant. Hein papa. Mais en tout cas je ne lui ai jamais dit et je suis certain que Dogtob lui a jamais rien dit et les autres ne le connaissaient pas. En tout cas je prends mon vol et là c'est le déchirement, mais le déchirement vraiment je suis dégoûté de partir. Là c'est vraiment, et en plus je l'avais vraiment pas vu venir quoi. Mais je les quitte et ils sont tellement cool, ils ont été tellement gentils avec moi. Enfin moi c'est à ce moment-là en fait je me souviens où je me suis dit j'adore les Américains. Ah oui, il y a une autre anecdote à laquelle je pense parfois quand je dis ça. C'est qu'à un moment, je marche sur Hollywood Boulevard pour faire du shopping, tout ça. Et je vais dans une boutique, j'ai soif, et j'oublie. Ouais, sur le coup, j'oublie. Franchement, j'oublie que je n'ai pas le droit. Je ne suis pas majeur, je n'ai pas le droit de boire de l'alcool. Et qu'on est aux États-Unis, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dans la rue. Bref, je rentre dans une épicerie, je prends une Budweiser. Budweiser, c'est la bière numéro 1 aux États-Unis, mais de très 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 loin. En France, je pense pas qu'on ait de bière qui domine le marché de la bière à ce point-là. Voilà, il y a des bières qui se vendent plus que d'autres, mais aux États-Unis, c'est hallucinant. C'est la Budweiser, c'est ce que boit tous les gens qui boivent de la bière, ils boivent de la Budweiser parce qu'elle est très légère en fait. Donc tu peux en boire des litres au déjeuner, dans l'après-midi, au soir. Ça passe bien quoi. Et je prends ça et
le mec de l'épicerie, je ne sais pas pourquoi, n'a pas tiqué, il s'est peut-être dit il a 21 ans, enfin j'en sais rien en fait. Toujours est-il que je me suis retrouvé dehors avec ma canette de bière dans un petit sac, hein, parce que c'est comme ça que c'était quand on te donnait tes trucs quand t'achetais quoi. Je suis sur le boulevard et tout d'un coup je vois, putain ça j'ai oublié de le raconter, parce qu'après je l'ai raconté à Dog et il était livide, il m'a regardé comme ça. Je vois un flic arriver et le flic c'est Terminator, mais vraiment. Donc quand je dis ça, je veux dire en fait je vois une énorme bécane, mais on dirait une Harley quoi, mais c'est une moto de flic qui longe le trottoir comme ça, et il y a un mec qui est comme ça sur la moto et avec les lunettes miroirs là, les aviators miroirs, et il a une tronche de tueur, enfin c'est le flic, bref, donc je le vois et je me souviens même que je me dis putain il est cool, mais genre parce que ça en jette quoi, mais je me dis pas falloir jouer au con, et au moment où je me dis ça le mec il me regarde, mais en fait je m'en rends pas compte puisque il y a ces lunettes miroirs, donc je vois rien quoi, mais je vois que sa tête est quand même tournée un peu vers moi et il ralentit, et moi je passe comme ça genre hop là, et au moment mais je fais genre reste cool, mais, parce qu'en fait t'es stressé même si t'as rien à te reprocher, moi j'avais rien à me reprocher je croyais, mais c'est stressant quoi, donc je fais genre bon continue de flâner et quand je passe j'entends la voix qui m'interpelle, je crois que le mec il fait genre sir, et donc je m'arrête, je me retourne et tout, et oui il m'appelle et donc je fais demi-tour, je vais le voir, il me demande qu'est-ce que je fais, et donc je lui dis bah je me promène, je regarde les magasins et tout, et tout de suite je lui dis excusez-moi, mais en fait je suis français, donc je suis là en vacances, c'est pour ça que je parle pas, enfin je pas, voilà. Il me fait ok, y a pas de problème, ah oui, et je me souviens même parce que du coup je trouvais pas trop mes mots, le mec était un peu flippos quand même, et il me dit calmez-vous, y a pas de problème, calmez-vous, parlez-moi normalement, vous allez trouver vos mots, y a pas de problème et tout, donc plutôt cool, mais ferme quand même. Et il me dit vous buvez quoi? Et au moment où je vais pour répondre, j'ai une espèce de, tu sais, c'est comme le temps s'arrête et puis tout d'un coup, tu sais, ça rembobine et je me revois dire Coca, Budweiser, une Budweiser, et je me dis oups, et je me dis en fait je me dis joue au con parce que en fait c'est tellement ridicule, enfin là tu te fais choper, c'est hallucinant en fait ce qui t'arrive, c'est vraiment pas de bol, donc en fait joue au crétin, et donc je lui dis comme si c'était naturel, je lui dis une bière. Et à ce moment-là, il me demande de lui montrer. Donc je soulève du sachet papier, quoi. Et il dit vous avez quel âge? Et donc là, je lui dis je vais vous montrer mes papiers, parce qu'en fait, je me dis prends-les devant, parce que le mec quand même, je sais pas, il était vraiment il était impressionnant quoi. Donc je me dis sois sympa, montre que tu coopères. Genre vous me les avez pas demandé, et ben je vais vous montrer mes papiers. Tellement je suis sympa. Et donc je lui dis j'ai 17 ans, je lui dis peut-être bientôt 18, ce qui était pas vraiment vrai. Et je lui dis voilà, et je vous montre mes papiers. Et je crois qu'il me répond je ne vous les ai pas demandés. Ah putain. Et donc là je fais limite je m'excuse et tout, et à ce moment-là il les prend quand même. Il regarde et il me demande chez qui vous êtes, il est où, il me demande vous avez quoi comme argent sur vous, enfin un petit interrogatoire sur le bord du trottoir là. Donc je lui dis Docto machin, c'est un ami de mon père qui m'envoie en voyage donc ici pour apprendre un peu l'anglais et découvrir les États-Unis, blabli blabla et tout. Et il me dit ok, vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez donc pas 21 ans, et en vertu de quoi vous n'avez donc pas le droit de boire de l'alcool. Et il me dit et encore moins dans ces conditions, etc. Enfin bon, donc il m'explique que s'il veut il peut m'arrêter, que là c'est mon père qu'on va appeler, mais ça va être sympa. Et il me voit l'écouter, et c'est vrai, hein, franchement je l'écoute comme ça, franchement c'était vraiment coopératif quoi. Il me dit en fait, il voit que j'ai peur. Franchement, le mec est impressionnant. Et il voit que je flippe, quoi. Et alors, ce qui est d'ailleurs drôle, parce qu'avec le recul, à 17 ans, déjà, je ne flippais jamais devant les flics à Paris. Et je me faisais contrôler souvent. Des fois, c'était chaud. Je vous ai parlé, j'ai parlé des fois dans des lives de mes années de un peu rock'n'roll à Paris.
où je me suis fait beaucoup contrôler. Mais là, c'est un contexte vraiment différent. Et donc, tout d'un coup, il me demande, et faut voir quand même imaginer la scène, donc moi j'ai ma bière à la main, et avec ma carte d'identité que je récupère dans l'autre, et il me demande, il me dit, et alors, ça vous plaît et tout, passez du bon temps, et je me dis, c'est un piège. Pourquoi il me parle de ça, il en a rien à foutre. Et non, en fait non, il est juste curieux, et en fait, je sais pas. Donc, en tout cas, je lui parle, et je lui dis que c'est extraordinaire, et c'est sincère, en plus, je lui dis, les gens sont super gentils, c'est une mentalité que je découvre et c'est vraiment et je lui dis d'ailleurs je crois que je lui dis que jusqu'alors j'étais pas allé énormément à l'étranger mais j'avais quand même déjà été au moins 2 ou 3 fois en Angleterre et qu'en Angleterre waouh putain des gens étaient pas sympas quoi mais vraiment l'anglais était pas sympa avec moi quoi de base et donc je lui dis ça tout ça et il se marre et il est content enfin il me dit oh, ça fait plaisir c'est cool et tout et il me dit genre vide-moi cette canette dans le caniveau là. Parce qu'on est au bord du trottoir quoi. Et là je comprends qu'il est secoué en fait. Et je sais parce que par contre on m'avait quand même un peu prévenu avant que la police américaine faut vraiment pas faire le kéké quoi. C'est vraiment pas c'est pas comme en France quoi. Tu dis qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas aux États-Unis ça rigole pas du tout. Pour une raison très simple d'ailleurs qu'on m'avait expliqué et qui je pense est malheureusement toujours valable, c'est que les flics américains n'évoluent pas dans le même monde que les flics français. Quand ils sont en face d'un individu ils savent que potentiellement il peut être armé. Parce que le port d'armes. Donc le port d'armes, ce putain de port d'armes. Alors qu'en France, sauf cas gravissimement exceptionnel, le flic français il sait que le mec en face de lui il est pas armé quoi. Enfin il ne représente pas un danger de mort. Alors qu'aux États-Unis, potentiellement les flics qui sont entraînés, ils savent très bien que même le mec qui a l'air le plus cool ou la ménagère ou j'en sais rien, elle a peut-être un gun dans son sac à main et voilà, faut vraiment faire gaffe. Donc voilà, et ça semblait tout à fait plein de bon sens. Et donc je vide ma canette et il me dit ici on est ici on est très 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 dur avec ça. Je sais que voilà 17 ans, bientôt 18 machin, mais aux États-Unis, c'est 21 ans. C'est 21 ans pour boire de l'alcool. Et voilà, et au moment où il me dit ça, c'est presque genre je sais que ça peut sembler un peu ridicule. Et à ce moment-là, il me souhaite une bonne journée. Il démarre, il s'en va et c'est vraiment comme dans les films. Et je me dis, ouhou, putain de Dieu. Et je raconte ça évidemment à Doctobe, presque enjoué. Et lui, qui connaît bien la police de Los Angeles, il me dit, oh putain. Non mais vraiment quoi, vraiment, il me dit, oh purée. Il me dit, t'as eu du bol, il me dit, t'as eu un bol de ouf. Après, il me dit, tu t'es super bien comporté. Parce qu'en fait, t'aurais fait le malin, t'aurais commencé à dire... et alors, ou j'en sais rien, enfin t'as vraiment, il me dit tu t'es très très bien comporté et du coup t'es aussi tombé sans doute visiblement sur un mec quand même assez sympa. Enfin voilà, donc c'était drôle. Tout ça pour dire, je m'excuse mais j'avais oublié cette anecdote qui est tellement marrante. Enfin ça me fait rire. Doc dit ton père a compris qu'il avait pas trop le choix donc en fait il est d'accord pour que tu ailles squatter dans l'appart plutôt qu'à l'hôtel. Et donc voilà, et là je vais vraiment conclure parce que je pensais que ce serait une vidéo de une demi-heure et j'ose même pas regarder le cadran mais je sais qu'il est tard. Et donc je pars à New York, je leur fais mes adieux, on échange des adresses, on se dit qu'on va s'écrire et tout et on s'est écrit, c'est ça le plus fou, on s'est écrit pendant un certain temps et après il y a eu internet. Et donc je pars et j'arrive à New York et là je dois dire que après l'expérience de Los Angeles où j'avais été vraiment chouchouté, enfin tout ça, le contraste était un peu violent. New York, j'ai adoré, hein. J'ai adoré New York, vraiment l'énergie. Ah putain, c'est comme j'ai longtemps dit après, j'ai dit New York c'est comme Paris mais en bien en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est à Paris en fait t'oppresse, je sais pas, te tire vers le bas, je trouve. À New York, ça te propulse, je sais pas, c'est de l'énergie pure. Mais il y a plein de gens qui disent ça, hein, donc c'est pas une analyse super finaude. Mais en tout cas, moi, ça me l'a fait de façon très, très, très intense. Ça m'a vachement marqué, quoi. Et j'ai retrouvé ça quand je suis retourné avec ma femme des années plus tard. Et où tous les deux, d'ailleurs, hein, ça lui a fait pareil. On a eu cette sensation, quoi, de cette énergie, cette adrénaline, quoi, mais qui est positive dans les rues de New York, enfin dans la ville, quoi. Alors qu'à Paris, c'est juste stressant, je trouve. Et donc, en tout cas, donc je passe quelques jours à New York, moins que prévu, puisqu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais changé les vols. Donc bref, et là, j'ai des souvenirs que je partais le matin de chez Scott, donc, et c'était super d'ailleurs, c'était génial. Je faisais les cours, je rentrais, je me vautrais sur le canapé. Et puis j'écoutais des trucs de hard rock dans mon Walkman. Je buvais des canettes de coca que je mettais au frais. Enfin c'était cool. J'entendais les sirènes. Ça je me souviens de ça par contre.
J'entendais les sirènes. Je sais plus dans quel quartier il était. La nuit. C'était chaud. Là, tu te sentais comme c'était chaud. Et d'ailleurs, effectivement, Scott m'avait dit, là où je suis, ça va, mais pas très loin. Il m'avait montré, en fait. Il m'avait dit, il m'avait pris un plan, il m'avait montré, il m'avait dit, quand tu sors de chez moi et tout, pour aller flâner dans la ville et tout, tu pars par là. Évite d'aller de ce côté-là, parce que là, c'est les quartiers un peu craignos. Et là, tu peux vraiment te faire des pouilles au coin d'une rue, quoi. Donc, je faisais gaffe. Et aussi avec les traveler checks, parce qu'il m'avait dit te balade pas avec tous tes traveler checks sur toi, parce que on pourrait éventuellement donc là aussi te menacer, te forcer d'aller les changer à la banque la plus proche. Évite d'avoir trop sur toi, parce qu'en fait j'avais été tellement raisonnable qu'il me restait normal en fait. C'était pas la folie, mais c'était très bien pour que je puisse aussi me faire un peu plaisir et acheter 2-3 conneries, quoi. J'ai passé ces 2-3 derniers jours, enfin ouais, au moins 3 quand même, à New York. Je prenais le soir, donc je me perdais, mais volontairement en fait. Je me baladais, je me perdais. Et le soir, ou je rentrais en métro, ça m'était arrivé, ou en taxi. Et après, donc voilà, les 2 derniers jours, donc j'ai pris le vol New York-Paris. Et putain, ça m'a fait tellement drôle. Et quand je suis revenu, je me souviens que dans l'avion, je me disais, merde alors, quoi, je suis parti à... je sais plus, donc 3 semaines, 1 mois, ouais, petit peu plus. Et je me sentais tellement différent, c'était incroyable, enrichi de plein de choses. Et je savais que papa, parce qu'il me l'avait à moitié dit, hein, il m'avait dit, il m'envoyait pas pour, c'était pas une récompense, pour lui j'avais pas de raison d'être récompensé. Donc c'était juste que c'était presque plus facile pour lui parce qu'il connaissait plein de gens aux États-Unis et que il m'envoyait loin, comme ça me forçait à bosser mon anglais, et comme ça moi je pouvais pas me plaindre en fait, je pouvais pas faire non pitié machin, parce que c'était quand même l'Amérique, donc soi-disant le truc que je rêvais de voir et tout, mais involontairement du coup quelque part il m'avait fait un cadeau de dingue, parce que moi ce que je voyais en revenant, c'était surtout que c'était pas le coût financier, parce que le coût financier, mon père il en a rien à foutre, quoi, donc Paris, San Francisco, Los Angeles, New York, Paris. Ça doit faire quand même une grosse somme. Enfin, même, à l'époque, je pense pas que c'était donné. Mais voilà, pour lui, sincèrement, je pense que ça passait crème. Donc c'était pas ça. C'était pas un sacrifice. Mais il aurait pu ne pas le faire, ne rien faire, etc. Et en tout cas, ce que j'en ai retiré, c'est une expérience vraiment belle, quoi. À la fois de stress, de moments pas cool, mais aussi de moments magnifiques. Et donc voilà, donc je suis revenu, et après mon père avait prévu un séjour avec sa femme, leur enfant qui venait de naître, et moi-même, un peu plus tard, donc 90 il me semble, en Floride. On a fait Miami, Orlando, et surtout Sanibel Island, dans un magnifique hôtel dont je vous ai parlé sur mon anecdote des requins, puisque c'était là que, en me baignant, je vois des dauphins, et en fait ils étaient tellement gros que j'ai cru que c'était un requin. Ouais, je sais plus dans quelle vidéo que je vous en ai parlé, mais je vous en ai parlé. Et donc voilà, c'était à Sanibel Island, c'était durant ce moment-là, et c'est d'ailleurs le même moment où on allait dans comme des marais, les marais, quoi, et il y avait des panneaux sur les alligators, et partout des panneaux, attention aux alligators et tout, et où on se disait non mais le danger n'est quand même pas à ce point-là et tout, et où je sais plus au détour de quel truc on s'est retrouvé à 4 mètres d'un alligator, mais gigantesque, mais plus grand que nous, quoi. Donc je m'allonge, je suis plus petit que lui, quoi. Donc c'était chaud. Et donc voilà, et la nuit, alors, je me souviens quand même de la nuit, je vais juste terminer là-dessus, la nuit à Miami, la première nuit à Miami. On était dans un hôtel juste pour la nuit, juste pour cette nuit-là. Et donc plein cœur de Miami, où c'était une immense avenue, je me souviens, des bagnoles qui passaient comme ça. Et la ville incroyable, toutes les infrastructures avec les codes, en fait, puisque donc moi sur le coup je dis mais pourquoi c'est rose et bleu, bleu layette et rose passé partout sur les bâtiments, et les néons partout, tout est ou bleu ciel ou rose ciel, quoi, enfin clair. Et donc ouais, mon père me dit non, c'est les codes, c'est comme tu fais pas n'importe quoi dans certaines villes au niveau de la façade d'un truc, là c'est comme ça, c'est imposé. Et je trouvais ça magnifique, mais la première nuit, on arrive, on dort à l'hôtel, et moi j'avais une chambre pour moi, et il y avait mon père et sa femme et leur fils dans une autre suite, et je voulais sortir, donc il fait hyper chaud, mais une chaleur atroce, il n'y a pas d'air, c'est horrible, tu transpires comme un porc et tout,
et je vais sortir pour aller à la machine à glaçons. Tous ces trucs là ont des machines à glaçons, mais c'est dehors en fait. Je sors pour aller à la machine à glaçons, et au moment où je sors, mais c'est comme si on l'avait dit moteur, c'est genre vraiment, je me dis, parce que j'étais en train de glander dans ma chambre, je sors et je vois une bagnole dans l'avenue quoi. Donc l'hôtel c'était un truc à 2 étages en bord de rue quoi. Je vois une bagnole qui file mais genre à toute berzingue, et j'entends des coups de feu d'une autre bagnole derrière. Donc en fait c'est une course c'est Miami Vice quoi, mais dans la vraie vie. Donc avec des gens qui tirent avec des guns quoi. Et donc je vois ça comme ça, et au moment où donc ça passe comme ça, à côté la porte s'ouvre, il y a mon père qui sort quoi, de la suite, on était côte à côte quoi. Et me regarde et me dit c'est ce que je crois que c'était, parce que lui il sort pile trop tard, parce que fallait vraiment, c'était fugace quoi. J'ai dit ouais non mais tétanisé quoi, avec mon petit gobelet tu sais, qui te donne en fait dans les chambres pour aller remplir de glaçons. T'es allé chercher des glaçons? J'ai dit ouais, mais je savais pas que c'était si risqué en fait quoi. C'est risqué, tu risques ta vie en allant chercher des glaçons en fait, de prendre une balle. Waouh. Et le lendemain matin, quand on est allé à la réception donc pour s'en aller quoi, mon père a demandé, il a dit vous avez entendu les coups de feu cette nuit et tout. Et le mec à l'accueil il le regarde genre c'est une blague, genre un peu comme si genre mon père il avait dit vous avez vu la nuit il y a des voitures qui roulent. Genre en fait pour le mec c'était normal quoi. C'était normal, c'était la violence nocturne normale de Miami quoi. Waouh. Et d'ailleurs le seul qui nous avait dit, ici les touristes se font dépouiller et ils sont suivis à la trace. Donc comme vous avez une voiture de location, parce que mon père avait donc avait réservé une voiture à l'aéroport, en fait c'est dans les trucs de location de bagnole dans les aéroports, et ça se repère en fait ces voitures là. Et en fait le mec nous avait dit il y a des réseaux en fait, ils repèrent ces bagnoles là. Ils les traquent en fait, même des fois dès l'aéroport, mais surtout près des hôtels. Et ils font ce qu'on appelle aujourd'hui du car, je sais plus comment, jacking. En tout cas, ils vous agressent en fait au moment où vous montez dans le véhicule, ou parfois à un feu rouge, ou parfois si vous vous garez quelque part, etc., etc. Et il nous a fait comprendre que voilà, il y avait déjà eu des morts. Enfin, c'était très répandu sur les touristes. On disait évitez de traîner. Enfin, si vous avez cette voiture là de location, machin. Oh putain. Oh non mais non. L'Amérique, les extrêmes de l'Amérique quoi. Donc voilà, par contre je vais vraiment m'arrêter. Je pense vraiment pas que ça va péter les scores de vue, mais merci infini à vous si vous avez tenu jusqu'au bout. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus peut-être dans les normes ou pas du tout.